Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle vidéo. Hier soir, dans l'œil de Willou, je vous demandais si vous préférez voir aujourd'hui un 4e épisode d'Objectif Ligue des Champions ou plutôt une vidéo prono sur cette 3e journée de Champions League. C'était vraiment partagé, alors j'ai choisi le format que j'avais pas fait depuis très longtemps. Alors petite remarque préliminaire, et ça peut sembler un peu contre-intuitif au regard du sujet de la vidéo, mais j'ai pas un grand intérêt pour les pronos. Je pense que c'est finalement un exercice pas hyper intéressant, qui fait intervenir chez ceux qui s'y livrent beaucoup d'ego, en mode moi j'avais trouvé le bon prono, alors que à moins d'avoir discerné quelque chose de vraiment très particulier, de vraiment très fin, il n'y a pas vraiment de quoi se pavaner. Du coup, même si je vous donnerai in fine mes pronos, le but de cette vidéo c'est plutôt de présenter les rencontres en question, leurs enjeux, la qualité des forces en présence et l'actualité qui les entoure. Je trouve ça plus intéressant et surtout plus légitime de ma part, parce que j'ai pas de don anticipatoire particulier, j'ai pas de boule de cristal et surtout je prétends pas vous faire gagner de l'argent, donc je trouve ça mieux que de vous dire il y aura plus de 2,5 buts dans ce match. Voilà, c'est tout, le mini coup de gueule de l'intro est passé, on attaque sans plus tarder avec la première rencontre de ma sélection, Manchester United-Juventus. C'est sans doute le match phare de cette 3e journée de Ligue des Champions, un United-Juve qui sent bon, qui sent très bon, la grande histoire du foot, 5 victoires chacun dans leurs affrontements, avec le dernier qui commence à dater maintenant, 2003, avec le plus célèbre qui est sans doute cette demi-finale de C1 1999, où la Juve de Ferrara, Conte, Deschamps, Davids, Inzaghi et Zidane tombaient contre le Manchester de Schmeichel, Neville, Beckham, Keane et Cole, un partout à Old Trafford, puis 2-3 à Dele Alpi, un moment exceptionnel pour les Red Devils. En parlant au présent maintenant, avec 6 points, la Juve compte 2 longueurs d'avance sur Manchester, qui a été tenu en échec par Valence 0-0, et les deux formations pointent en tête du groupe. Niveau forme, les Turinois ont déjà pris les devants en Serie A, premier avec 4 points d'avance sur Naples, 8 victoires et 1 nul qu'ils ont concédé ce week-end contre le Genoa. Manchester, lui, est à la peine, 10e, mais montre des signes de mieux. En renversant la vapeur contre Newcastle avant la trêve, puis en enchaînant par un nul à Stamford Bridge, en livrant sans doute leur meilleur mi-temps de l'année, ils se sont accordés un peu de répit. Et on pense forcément à Mourinho, très proche de perdre son job il y a quelques semaines et loin d'être sorti d'affaire, mais une victoire ce soir serait un signal fort, il joue gros. Au niveau du jeu justement, on sait que José est un adepte de la réactivité, il préfère construire son plan de jeu en opposition à celui de l'adversaire. C'est un choix qui lui vaut pas mal de reproches en Première Ligue, et les supporters de United ne sont pas vraiment habitués à voir leur équipe craindre et s'adapter aux petits, entre guillemets. En l'occurrence pour ce soir, c'est un choix qui se comprend, on parle d'une formation exceptionnelle, invaincue cette saison, et qui figure régulièrement dans le dernier carré de la compétition, un vrai monstre. Dans cette optique, Mourinho doit cependant être déçu de ne pas pouvoir compter sur Marouane Fellaini, qui aurait pu imposer ses conditions physiques au meneur de jeu reculé, Miralem Pjanic. Autre forfait, c'est celui de Mandzukic, donc on verra sûrement Cristiano Ronaldo prendre la pointe d'un système en 4-2-3-1, et la scène de son retour à Old Trafford sera un grand moment. Enfin, en parlant d'Old Trafford, on peut douter du fait que jouer à domicile soit un avantage significatif pour les clubs anglais, dont les supporters ont tendance à se faire de plus en plus discrets si le résultat ne tourne pas en leur faveur. Cette saison, seul Liverpool a gagné chez lui en Ligue des Champions, à la dernière minute contre Paris. Tottenham a perdu face au Barça, comme City contre Lyon. Alors si je devais me risquer un prono, je dirais qu'on peut s'attendre évidemment à un match tendu, avec deux équipes très fières, qui sont prêtes à aucune concession. Il y aura de l'impact physique, il y aura de l'énergie, mais aussi pas mal de déchets techniques, et pas nécessairement un nombre exceptionnel d'occasions. Donc je vois une nette victoire de la Juve, 2-1, avec un but qui sert à rien d'United dans le temps additionnel. On passe au prochain match avec une rencontre qui déchaînera pas l'Europe du foot, mais qui est de loin celle qui me stresse le plus, Hoffenheim-Lyon. Si vous voulez un peu plus de background historique et même tactique sur les Allemands, je vous recommande chaudement ma vidéo que j'ai publiée en tout début de saison, pourquoi il faut absolument suivre Hoffenheim en 2018-2019, mais pour vous la faire courte, c'est un club assez déroutant, en passant de la 9e division à la Bundesliga, en quelques années à peine, en quelques décennies, Hoffenheim, qui est le club d'un village de 3000 habitants, déjà a dû déménager, mais surtout a pas fait que des admirateurs en Allemagne, où il est considéré comme un club artificiel et fondamentalement sans histoire. Cela dit, ce soir ça comptera pas pour grand chose, et avec à sa tête le petit prodige allemand Julian Nagelsmann, 31 ans seulement, et qui va rejoindre en fin de saison le Red Bull Leipzig, c'est déjà signé, mais donc Hoffenheim est une équipe vraiment poison, capable de jouer de très très mauvais tours, et qui a quand même terminé 3ème de Bundesliga la saison précédente.
Alors sur le plan individuel, il n'y a pas grand chose à dire, les Lyonnais sont supérieurs et on est tenté de dire presque à chaque poste. Grâce à leur exploit contre City, ils sont aussi premiers d'un groupe dans lequel Hoffenheim, lui, est dernier, mais il n'y a qu'un point de décalage par position. 4 points pour Lyon, 3 points pour City, 2 pour le Shakhtar, 1 pour Hoffenheim, et surtout, le collectif allemand semble supérieur. Il semble moins dépendant des performances individuelles, et il a une base, il y a un fond de jeu plus profond que celui des Lyonnais, qui sont la définition même de l'inconstance. Au niveau de l'état de forme, c'est assez similaire. Avant la trêve, Hoffenheim a perdu 3 fois, puis a gagné contre un promu ce week-end, Nuremberg. Lyon, avant la trêve, avait connu 3 matchs sans victoire, puis a gagné contre un promu ce week-end, Nîmes. Donc on a des équipes qui ne sont pas en pleine confiance. En tant que supporter lyonnais maintenant, l'Allemagne, c'est plutôt des bons souvenirs. Bon, une défaite en demi-finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena en 2010, ok, mais une victoire en 2003 avec ce coup franc stratosphérique de Juni, et le triomphe contre le Werder Brême en 2005. Ce qui me fait mal avant ce soir, c'est vraiment de jouer sans Nabil Fekir, parce qu'on a absolument besoin de ses exploits. À titre personnel aussi, et depuis la victoire contre City, je dois dire que j'ai placé un grand investissement émotionnel dans cette C1. Je pense honnêtement qu'on a en ce moment la meilleure équipe, sur le papier je précise, mais la meilleure équipe qu'on ait eue depuis la grande époque. Alors évidemment c'est pas assez pour rivaliser pour le titre en Ligue 1, mais un petit 8e de finale de Ligue des Champions, franchement, pardonnerait pas mal de choses. Et donc à cette fin, un match nul à l'extérieur serait pas catastrophique, mais en l'occurrence quand même assez décevant. C'est pourtant le résultat que j'imagine, dans un match assez ouvert, que Lyon mènera 2 fois, mais n'arrivera pas à verrouiller. Score final 2-2, donc avec un but de la pépite Nelson pour les Allemands. On passe au match de mercredi et on va accélérer un peu le tempo avec un PSG-Naples qui s'annonce immense. Pareil que pour Hoffenheim, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ma vidéo sur Sarri pour mieux comprendre les problématiques napolitaines, mais suite au départ de leur gourou, remplacé par Ancelotti, on se pose quelques questions. Alors la première, elle est d'ordre tactique, parce que habitué à jouer l'année dernière dans un système en 4-3-3 très serré, où seuls les latéraux étaient chargés d'apporter de la largeur, et où le trio d'attaque combinait en redoublant de passes courtes, passes très rapprochées les uns des autres, et Naples se présentera vraisemblablement à Paris dans un système en 4-4-2 cette fois, et qui a pas mal d'allure. Ils ont gardé un effectif quasi inchangé, à part pour Jorginho, parti à Chelsea, et un temps annoncé forfait et mis au repos contre Udinese, Insigne sera bel et bien de la partie, et il devrait même être titulaire, aux côtés de soit Mertens, soit Milik. En face, la situation médicale est un peu plus préoccupante, puisque Thiago Silva est incertain, comme Verratti et comme Di Maria, mais voilà, rien n'est définitif, et les trois pourraient quand même jouer. Au niveau de l'état de forme, on a un PSG qui marche sur l'eau en ce moment, mais sans toutefois lever l'interrogation. Et alors je parle souvent du paradoxe Paris, mais cette saison c'est quand même 11 victoires contre des équipes inférieures, 10 en Ligue 1 et une en Champions, et une défaite, mais contre la seule qui est véritablement de son rang, Liverpool. Le Napoli, depuis son revers contre la Juve, reste sur 3 victoires de rang, dont une contre les Reds, et dans ce match que Paris doit absolument gagner, et je les vois bien tenir tête et décrocher le nul. Et alors, je sais pas à quel point c'est un avis objectif, ou à quel point il est influencé par ce qui est à mes yeux un traitement assez léger des Napolitains. En fait, j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu tout le temps cette équipe, qui arrive quand même à conserver son ossature depuis des années, qui a une vraie force de caractère, qui a de vrais bons joueurs aussi. D'ailleurs, je dirais que son milieu de terrain est supérieur à celui du PSG. Alan, Hamsik, Ruiz, c'est vraiment pas dégueu. Quand je vois que leur victoire est cotée à quelque chose comme 6,50 et avec le match nul à 5, ça me semble vraiment disproportionné. Alors à nouveau, je mise sur un 2 partout. Dernière rencontre de cette vidéo, Barça-Inter, un affrontement au sommet du groupe B, 6 points pour le Barça, 6 pour l'Inter, 0 pour Tottenham et 0 pour le PSV Eindhoven. C'est forcément un match qui nous fait penser à 2010, une demi-finale de Ligue des Champions qui avait vu les Italiens sortir Barcelone avant de remporter finalement le titre au Santiago Bernabéu contre le Bayern. Une victoire signée Mourinho, déjà à l'époque un maître du pragmatisme et qui avait écœuré Guardiola en alignant notamment Samuel Eto'o au poste de latéral droit, un autre temps. Bon, depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, mais même si la rencontre sera jouée à une intensité fantastique, on regrette quand même que l'infirmerie soit si remplie. Côté catalan, on joue sans Umtiti et évidemment sans Messi, absent de plusieurs semaines après sa mauvaise chute ce week-end. Côté Inter, Nainggolan est forfait, avec Perisic et Brozovic qui sont très incertains.
Alors dans ce duel et au Camp Nou, je dois dire que je vois quand même le Barça l'emporter. L'Inter est bien sûr sur la voie de la rédemption depuis plusieurs saisons et on les verra sûrement en 8ème, mais il me semble un petit peu trop diminué là pour faire l'exploit. Score final donc 3-1. Voilà les amis, on touche à la fin de cette analyse et alors bien sûr j'aurais voulu vous parler des autres matchs, surtout qu'il y a des super matchs. Atlético Dortmund qui est un peu le choc thermique du froid et du chaud. Ajax Benfica, magnifique, et ça aussi, ça sent super bon l'histoire du foot. Ensuite, on a Shakhtar City qui peut dégénérer, un peu un Shakhtar City do Brasil, même du Lokomotiv Porto ou du Galatasaray Schalke. C'est des rencontres qui, aux yeux de beaucoup, brillent un peu moins fort, mais qui restent quand même des affiches absolument extraordinaires. Malheureusement, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée et je voulais que les analyses soient un peu fournies, pas juste un ramassis des infos qu'on trouve un petit peu partout en quelques clics. Je voulais aussi que la vidéo reste courte, donc ça crée forcément des contraintes. J'espère malgré tout que ces pronos vous auront plu. On se retrouve dans quelques heures, bien sûr, pour les analyses. C'est la coutume de la maison, hein. On fait le before et l'after. Alors, en attendant, profitez bien de votre soirée, du coup. Kiffez bien la Champions League et bon match, très très bon match. Bisous.